Ma sœur m'a humiliée devant tout le monde juste parce que je lui ai offert un bracelet à 90 €. Je n'ai pas besoin d'un cadeau de pauvre, a-t-elle hurlé en me jetant la boîte au visage. Mes parents, au lieu de me défendre, ont pris son parti, me traitant d'égoïste. J'ai ravalé mes larmes, je n'ai rien dit et je suis partie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon silence cachait un secret. 2 semaines plus tard, ils ont découvert que la « fille pauvre » venait d'acheter un appartement de luxe en plein centre-ville, et leur réaction a été explosive. C'était à un, avant de vous raconter comment cette simple boîte en velours a fait exploser ma famille et changer ma vie pour toujours, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir à quel point notre communauté est grande. Tout a commencé il y a 6 mois, lors du traditionnel dîner de Noël chez mes parents, à École Valentin, une banlieue calme juste à la sortie de Besançon. Dehors, la neige fondue rendait les routes glissantes, mais à l'intérieur, la cheminée crépitait, tentant de réchauffer une atmosphère déjà lourde de non-dits. Nous étions tous là, assis autour de la table en chêne massif que mon père, Roland, astiquait religieusement chaque dimanche. Il y avait ma mère, Bernadette, toujours impeccable avec son brushing laqué qui ne bougeait pas d'un millimètre, ma sœur aînée Coralie, et moi, Delphine. L'ambiance était tendue. L'inflation dominait les conversations, comme partout en France cet hiver-là. Mon père a posé sa fourchette avec fracas, a essuyé sa bouche avec sa serviette en tissu et a annoncé d'une voix grave, celle qu'il utilisait pour les décrets familiaux. Écoutez-moi bien. Cette année, les temps sont durs. Le prix du gaz, l'électricité, les courses, tout augmente. Alors pour les anniversaires à venir, on va instaurer une règle stricte. Il nous a regardés, Coralie et moi, par-dessus ses lunettes. Plus de cadeaux extravagants. On fixe une limite de 100 € par personne. C'est raisonnable, c'est pratique, et ça nous permettra d'utiliser notre argent pour des choses plus essentielles. J'ai tout de suite hoché la tête, soulagé. C'est une excellente idée, papa, ai-je répondu avec sincérité. Pour moi, Delphine, 29 ans, coordinatrice logistique dans une entreprise de transport, cette règle était une bénédiction. Je gagnais correctement ma vie, mais personne ne savait que je vivais comme une étudiante fauchée. Je sautais des repas, je portais mes manteaux jusqu'à l'usure, et je vivais dans un studio mal isolé où j'entendais mon voisin ronfler chaque nuit. Pourquoi ? Parce que j'avais un objectif, un rêve brûlant qui me tenait éveillé la nuit, devenir propriétaire. Je voulais acheter mon propre chez-moi, une forteresse où personne ne pourrait me juger. Chaque euro économisé me rapprochait de ce but. Coralie, elle, a eu une réaction différente. À 32 ans, elle était déléguée médicale. Elle gagnait bien sa vie, conduisait une voiture de fonction rutilante et portait toujours les dernières collections de vêtements. Elle a pris une gorgée de vin, a fait tourner le liquide rouge dans son verre, et a soupiré de manière théâtrale. Bof, si vous voulez, a-t-elle lâché en haussant les épaules, ses bracelets en or cliquetant à son poignet. De toute façon, ça m'arrange. Je dois mettre de l'argent de côté pour mon voyage aux Maldives avec Jacques cet été. Donc, ça me va. Moins de stress pour trouver vos cadeaux. Maman a souri, ce sourire indulgent qu'elle réservait toujours à Coralie. C'est très sage, ma chérie. Les vacances, c'est important pour se ressourcer avec ton travail si stressant. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Mon travail à moi, gérer des camions et des crises logistiques de 6 h du matin à 19 h, n'était-il pas stressant ? Mais c'était la dynamique habituelle. Coralie était la princesse, la réussite visible de la famille. Moi, j'étais la laborieuse, la fille pratique, celle sur qui on compte pour débarrasser la table mais qu'on oublie d'écouter. Alors c'est décidé, a conclu papa. 100 € maximum. Pas d'exception. Nous avons tous trinqué à cette nouvelle résolution. Je me sentais légère, pensant que pour une fois, nous serions sur un pied d'égalité. Je n'aurais pas à rougir de mes cadeaux modestes face à l'opulence habituelle de Coralie. Je pensais que cette règle allait apaiser les tensions financières. Quelle naïveté! Je ne savais pas encore que cette règle de 100 € allait devenir l'arme qui détruirait notre famille. Je ne savais pas que mon respect scrupuleux de cet accord allait être interprété comme une insulte impardonnable.
Ce soir-là, en regardant les flammes danser dans la cheminée, je pensais être en sécurité. Mais le feu allait bientôt se propager et tout brûler sur son passage. 2 mois après ce fameux dîner de Noël, c'était mon anniversaire. Je m'en souviens comme si c'était hier, car c'était le premier test de notre nouvel accord. J'avais invité mes parents et Coralie pour un simple gâteau chez moi. Coralie est arrivée avec un petit sac en papier d'une chaîne de magasins de vêtements bon marché. À l'intérieur, il y avait une écharpe en polyester, rêche au toucher, avec un motif écossais un peu passé de mode. En la dépliant, j'ai vu que l'étiquette pendouillait encore, 25 €, soldée à moins 50%. C'est pour l'hiver, a-t-elle dit sans même me regarder, trop occupée à taper un message sur son téléphone. Ça rentre dans le budget, hein? Mes parents, eux, m'ont offert un lot de 6 tasses à café qu'on trouve au supermarché du coin. Valeur estimée? Peut-être 40 €. C'est pratique, a dit maman. Tu en as toujours besoin, tu casses tout le temps tout. J'ai souri. J'ai remercié. J'ai porté l'écharpe qui me grattait le cou et j'ai servi le café dans les tasses banales. Je n'étais pas fâchée. Vraiment. Je me disais, c'est le pacte. Ils respectent la règle des 100 €. C'est juste. Je ne peux pas leur en vouloir d'être économe alors que je le suis aussi. J'ai avalé ma déception, me concentrant sur mon compte épargne qui grossissait doucement. Puis, le mois de mai est arrivé. L'anniversaire de Coralie approchait. Et malgré la médiocrité de mon propre cadeau d'anniversaire, je voulais faire plaisir à ma sœur. Je voulais lui montrer que même avec un budget restreint, on pouvait offrir quelque chose de beau, de personnel, quelque chose qui a une âme. J'ai passé 3 samedis après-midi entiers à arpenter les rues pavées du centre-ville de Besançon. J'ai évité les grandes chaînes et les bijouteries industrielles. Je cherchais la perle rare. Et je l'ai trouvée dans une petite boutique d'antiquités et de créations artisanales, nichée dans une ruelle derrière la grande rue. Il était là, posé sur un coussin de velours noir dans la vitrine. Un bracelet en argent massif, délicat mais solide. La chaîne était finement travaillée, et au centre pendait une breloque, la lettre C, calligraphiée avec une élégance ancienne, entourée de petites feuilles d'argent entrelacées. C'était magnifique. C'était intemporel. Je suis entrée, le cœur battant. Combien pour ce bracelet? Ai-je demandé au vieux bijoutier. Il a ajusté ses lunettes. C'est une pièce unique, mademoiselle. Argent véritable. Normalement, il est à 150 €. Mon cœur a coulé. C'était hors budget. Je m'apprêtais à partir quand il a ajouté, mais c'est la fin de la collection, et j'ai besoin de place pour les nouveautés d'été. Je peux vous le laisser à 95 €. 95 €. C'était le destin. C'était juste en dessous de la limite de 100 €, mais cela avait l'air de valoir le triple. J'ai sorti ma carte bancaire avec une fierté immense. J'imaginais déjà les yeux de Coralie s'illuminer. Elle qui aimait tant les bijoux, elle verrait que j'avais passé du temps à chercher quelque chose de spécial, personnalisé rien que pour elle. De retour chez moi, j'ai passé 1 heure à l'emballer. J'avais acheté du papier de soie couleur bleu canard, sa couleur préférée, et un ruban argenté pour rappeler le métal du bijou. J'ai même écrit une petite carte, pour ma grande sœur, c'est comme Coralie, comme complicité. Joyeux anniversaire. Delphine. J'étais nerveuse, mais c'était une bonne nervosité. Je me sentais comme une enfant qui a fait un beau dessin et qui a hâte de le montrer. Je pensais sincèrement que ce bracelet allait peut-être nous rapprocher, effacer cette distance froide qui s'était installée entre nous ces dernières années. Je pensais que l'effort comptait plus que le prix. Je regardais la petite boîte sur ma table de cuisine bancale. Elle brillait sous la lumière de l'ampoule nue. Je ne savais pas encore que cette petite boîte contenait une bombe à retardement qui allait faire voler ma vie en éclats. Je ne savais pas que mon geste d'amour allait être transformé en arme contre moi. Le jour de la fête est arrivé. C'était un samedi ensoleillé de fin mai. J'ai garé ma vieille Twingo cabossée un peu plus bas dans la rue des parents, car l'allée était déjà saturée. En remontant l'allée gravillonnée, j'ai eu un pincement au cœur. Il y avait là une Audi, une BMW, et la décapotable du nouveau petit ami de Coralie, Jacques.
Ma voiture semblait être une tache d'huile au milieu d'un salon de marbre. L'odeur des grillades flottait dans l'air, mêlée à des effluves de parfums coûteux. En franchissant la porte d'entrée, le brouhaha des conversations m'a frappé de plein fouet. La maison était bondée. Oncle, tante, cousin, et surtout, la cour d'amis, m'as-tu vu, de Coralie. Maman est venue vers moi, me faisant 2 bises rapides qui n'ont même pas touché mes joues. Elle sentait le Chanel numéro 5 à plein nez. Ah, Delphine, tu es là. Mets ton manteau dans la chambre d'amis, il y a plus de place au porte-manteau. Et si tu peux aider ton père à sortir les verrines du frigo, ce serait gentil. Pas de « comment vas-tu » pas de « tu es jolie aujourd'hui ». Juste des ordres. Je me suis exécutée, traversant le salon tel un fantôme invisible. J'ai aperçu Coralie près de la baie vitrée. Elle était resplendissante dans une robe en soie crème, un verre de champagne à la main, riant aux éclats à une blague que je n'entendais pas. Elle rayonnait. Et moi, dans mon jean et ma blouse simple, je me sentais plus terne que jamais. Après le dîner, le moment tant attendu des cadeaux est arrivé. Tout le monde s'est rassemblé dans le salon. Coralie s'est assise sur le grand fauteuil en cuir, comme une reine sur son trône, entourée de ses sujets. Les premiers paquets ont été ouverts. Et là, mon estomac s'est noué. Jacques, son petit ami, lui a offert un sac à main de marque italienne. Cuir véritable. Valeur ? Au moins 400 €. Oh mon Dieu chéri. Il est sublime. A glapi Coralie en l'embrassant fougueusement. Ensuite, ses amis lui ont offert un coffret de parfums de niche et un bon pour un spa de luxe. Encore plusieurs centaines d'euros. Je me suis dit, calme-toi, Delphine. Ce sont ses amis et son copain. Ils ne font pas partie du pacte familial. La règle des 100 € ne s'applique qu'à nous, la famille proche. Puis, ce fut le tour de mes parents. Maman a tendu un paquet rectangulaire avec un sourire complice. Coralie a déchiré le papier. C'était un casque audio à réduction de bruit, d'une marque très haut de gamme. Je connaissais ce modèle, je l'avais vu en magasin. Il coûtait 250 €, minimum. Mon sang s'est glacé. Je me suis tournée vers mon père. Il a évité mon regard, feignant un grand intérêt pour ses chaussures. Maman a intercepté mon regard choqué et a chuchoté, assez fort pour que je l'entende, « Oh, ne fais pas cette tête. » Elle en avait vraiment besoin pour ses déplacements professionnels. C'est un investissement, pas un caprice. Donc, la règle était brisée. Juste pour elle. Comme toujours. Les exceptions étaient toujours pour Coralie. Pour moi, c'était des tasses de supermarché. Pour elle, de la technologie de pointe. J'ai senti la boîte du bracelet peser une tonne dans mes mains moites. Soudain, mon cadeau semblait ridicule. Insuffisant. J'ai eu envie de le cacher, de dire que je l'avais oublié, de m'enfuir. Et toi, Delphine ? A lancé Coralie, les joues rosies par le champagne. Tu caches quoi derrière ton dos ? Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence s'est fait dans la pièce. Je n'avais plus le choix. J'ai avancé, les jambes tremblantes, et j'ai tendu la petite boîte bleu canard. Joyeux anniversaire, Coralie, ai-je murmuré. Elle a pris la boîte. Elle l'a secouée près de son oreille. C'est léger, a-t-elle commenté avec un petit rire moqueur. J'espère que ce n'est pas vide. Quelqu'un a ricané dans le fond. Coralie a défait le ruban argenté lentement, savourant la tension. Elle a ouvert le couvercle. Elle a regardé à l'intérieur. Son sourire s'est effacé instantanément, remplacé par une expression de dégoût pur, comme si elle venait de découvrir un insecte mort au fond de la boîte. L'air dans la pièce est devenu soudainement irrespirable. Je savais que la catastrophe arrivait, mais je n'étais pas prête pour la violence de ce qui allait suivre. Coralie a plongé 2 doigts manucurés dans la boîte et a sorti le bracelet en le tenant par le bout de la chaînette, le laissant pendre lamentablement sous la lumière du lustre. Le petit C en argent tournait sur lui-même, scintillant d'une manière qui me semblait maintenant pathétique. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, sa voix coupant le silence comme une lame de rasoir. J'ai dégluti difficilement, ma gorge sèche. C'est un bracelet en argent.
J'ai choisi le C pour ton prénom. Je pensais que... Elle a éclaté de rire. Un rire cruel, strident, sans aucune trace de joie. De l'argent? Sérieusement Delphine? Tu me donnes de la ferraille pour mes 32 ans? Regarde ce que les autres m'ont offert. Du cuir, du parfum, de la technologie. Et toi, ma propre sœur, tu m'offres un bijou de gamine qu'on trouve dans les machines à pièces? Ce n'est pas de la ferraille, ai-je protesté, ma voix montant d'un octave sous l'effet du stress. C'est de l'argent massif, fait par un artisan de Besançon. Et ça a coûté 95 €. On avait un accord, tu te souviens? Pas plus de 100 €. Coralie s'est levée brusquement, renversant presque sa coupe de champagne. Ses yeux lançaient des éclairs. Un accord? Mais grandis un peu, bon sang. C'était une suggestion, pas une loi biblique. Regarde papa et maman, ils ont compris que pour une occasion spéciale, on fait un effort. Mais toi, tu es toujours la même. Avare. Calculatrice. Jalouse. Jalouse? Ai-je répété, abasourdie. Oui, jalouse. A-t-elle crié en s'avançant vers moi. Tu ne supportes pas que je réussisse, que j'aie du goût, que je sois aimée. Alors tu m'offres ce truc minable pour m'humilier devant mes amis. Pour montrer que je ne vaux pas plus de 100 € à tes yeux. Je n'ai pas beaucoup d'argent, Coralie, tu le sais, ai-je tenté de me défendre, sentant les larmes monter. Mensonge. Tu travailles à temps plein. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, tu vis dans un trou à rats. Tu fais quoi de ton fric? Tu le manges? Elle a levé le bras et, d'un geste violent, elle a jeté le bracelet vers moi. Il m'a frappé en pleine poitrine, la chaîne fouettant ma peau à travers mon chemisier, avant de tomber sur le carrelage avec un bruit métallique tintant. Je ne veux pas de ton cadeau de mendiant. Reprends ta merde et disparais. Le silence qui a suivi était assourdissant. 20 paires d'yeux me fixaient. Certains invités avaient l'air gênés, d'autres, les amis de Coralie, avaient des petits sourires en coin, amusés par le spectacle. J'ai regardé mes parents. C'était mon dernier espoir. Papa, maman, dites quelque chose. Dites-lui qu'elle va trop loin. Dites-lui que j'ai respecté les règles que vous avez fixées. Ma mère a soupiré bruyamment, ajustant son collier de perles. Franchement Delphine, tu aurais pu faire un effort. Ta sœur est sensible, tu le sais. Pourquoi tu la provoques toujours? Mon père s'est approché de moi. Il a posé une main lourde sur mon épaule, non pas pour me réconforter, mais pour me pousser vers la sortie. Il s'est penché à mon oreille, sa voix basse et dure. Tu as gâché l'ambiance. Comme d'habitude. Tu fais pleurer ta sœur le jour de son anniversaire. Prends tes affaires et rentre chez toi. On en reparlera quand tu auras appris à vivre en société. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était du rejet pur et simple. Ils me mettaient dehors. Moi, la fille qui avait respecté leurs règles. Moi, la fille qui avait passé des heures à chercher un cadeau avec amour. Arrêtons-nous une seconde. Mettez-vous à ma place. Votre sœur vous jette votre cadeau au visage, vos parents vous blâment et vous mettent à la porte devant tout le monde. Que auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous supplié? Où seriez-vous parti comme moi? Dites-moi honnêtement dans les commentaires comment vous auriez réagi à cette injustice. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Une froideur glaciaire m'a envahi. Je me suis penché lentement. J'ai ramassé le bracelet d'argent sur le sol. Je l'ai remis délicatement dans sa boîte bleu canard. Je me suis redressé, j'ai croisé le regard victorieux de Coralie, le regard dédaigneux de ma mère, et le dos tourné de mon père. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai marché vers la porte. En passant devant le porte-manteau, j'ai attrapé ma veste. En sortant, j'ai entendu ma cousine Fabienne chuchoter. Quelle radine, c'est gênant. J'ai claqué la porte d'entrée derrière moi. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Je ne le savais pas encore, mais en fermant cette porte, je venais de fermer le chapitre de ma vie où j'étais la victime. La gentille Delphine était morte sur ce carrelage froid.
Et une nouvelle femme était en train de naître. La pluie a commencé à tomber dès que je suis entré dans ma voiture. C'était une de ces pluies de printemps violentes, qui martèlent le toit comme des milliers de petits points. J'ai démarré le moteur, mais je n'ai pas bougé tout de suite. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai hurlé. Un cri primal, guttural, qui venait du fond de mes tripes. J'ai tapé sur le volant, encore et encore, laissant enfin les larmes couler. La honte, la colère, l'injustice, tout sortait. Comment pouvait-il me traiter ainsi? Après toutes ces années à essayer d'être la fille parfaite, invisible, économe, serviable? J'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique, mes larmes brouillant les feux rouges et les néons de la ville. Arrivé dans mon studio humide, l'odeur de renfermé m'a accueilli. J'ai jeté mon sac sur le canapé lit défoncé. J'ai sorti la boîte bleu canard. J'ai pris le bracelet. Je l'ai passé à mon poignet gauche. J'ai fermé le fermoir. Il m'allait parfaitement. L'argent brillait doucement contre ma peau. Il est magnifique, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. C'est elle qui ne le mérite pas. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, celle qui me servait aussi de bureau. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai regardé le chiffre. C'était le fruit de 5 années de privation. Pas de vacances, pas de restaurant, pas de vêtements de marque. Juste ce chiffre qui grandissait. Je gardais cet argent pour le bon moment. J'attendais d'avoir l'approbation de mes parents, peut-être qu'ils m'aident à choisir, qu'ils soient fiers de moi. Au diable l'approbation, ai-je murmuré. Ils m'avaient traité de mendiante? De pauvre? Très bien. Il était temps de leur montrer qui j'étais vraiment. J'ai regardé l'heure. 22h15, c'était indécent d'appeler quelqu'un à cette heure-ci. Mais l'adrénaline qui courait dans mes veines me rendait audacieuse. J'ai cherché le contact de Tanguy, un ancien camarade de lycée devenu agent immobilier, avec qui j'avais vaguement gardé contact. J'ai appuyé sur appel. Ça a sonné 3 fois. Allô? Delphine? Tout va bien? Sa voix était ensommeillée mais inquiète. Tanguy, excuse-moi de t'appeler si tard. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je veux acheter un appartement. Tout de suite. Je ne veux plus visiter des taudis ou des projets sur plan. Je veux quelque chose de réel. J'ai l'apport, j'ai le dossier de prêt préapprouvé. Je suis prête. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un bruit de drap qui froisse. Il se redressait. Tu es sérieuse? Là, maintenant? Plus sérieuse que jamais. Je veux visiter dès lundi matin. Je veux quelque chose qui me fasse oublier qui j'étais hier. Tanguy a ri doucement. Écoute, c'est drôle que tu appelles. J'ai rentré un mandat hier soir. C'est off-market, pas encore publié. C'est dans le quartier de la Boucle. Un loft atypique. Le propriétaire est muté à New York, il doit vendre en urgence. Le prix est agressif pour le secteur. La Boucle? Le centre historique? Ai-je demandé, le cœur battant. C'est hors de mes moyens, Tanguy. Avec la vente urgente, ça pourrait passer. Mais il faut être rapide. J'ai regardé le bracelet à mon poignet. Le C brillait. Courage. Je serai là lundi à 8h. Ne le montre à personne d'autre. J'ai raccroché. Je tremblais encore, mais ce n'était plus de chagrin. C'était de l'excitation. Pour la première fois de ma vie, je prenais le contrôle. Ils m'avaient mise à la porte de leur maison? Parfait. J'allais m'en construire une dont ils n'oseraient même pas rêver. Lundi matin, j'ai appelé mon patron pour dire que je serais en retard. C'était la première fois en 5 ans. Je m'en fichais. Tanguy m'attendait devant un immense portail en bois sculpté, dans une rue calme pavée, à 2 pas de la cathédrale Saint-Jean. Le bâtiment datait du XVIIIe siècle, avec une façade en pierre de taille ocre et bleue, typique de la région franche-comtoise. Prête? A demandé Tanguy avec un clin d'œil. Nous avons monté 3 étages par un large escalier en pierre, usé par les siècles. Pas d'ascenseur. Tant mieux, ça garderait les paresseux à distance.
Tanguy a ouvert la porte en chêne massif. Bienvenue chez toi, a-t-il dit. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai su. Vous savez, cette sensation physique, comme une décharge électrique, qui vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être? C'était un loft traversant de 85 mètres carrés, mais il paraissait immense grâce à une hauteur sous plafond vertigineuse. Les poutres d'origine, énormes et sombres, traversaient le plafond. Le sol était un parquet, point de Hongrie authentique, qui craquait doucement sous mes pas, racontant des histoires vieilles de 200 ans. La lumière inondait la pièce principale par 3 immenses fenêtres donnant directement sur les toits de la ville, au loin, la majestueuse citadelle de Besançon perchée sur sa colline. « Regarde ça », a dit Tanguy en ouvrant une double porte. C'était la chambre. Spacieuse, apaisante. Et attenant à la chambre, un dressing. Un vrai dressing, pas un placard, mais une petite pièce avec des étagères du sol au plafond. Mon rêve de petite fille. Et la salle de bain, a continué Tanguy. Une baignoire sur pied, style vintage, trônait au milieu d'une salle de bain carrelée de métro blanc. Je m'imaginais déjà dedans, un verre de vin à la main, loin des cris de Coralie, loin des critiques de ma mère. Il y a un peu de travail, a admis Tanguy. Les peintures sont à rafraîchir, la cuisine est fonctionnelle mais datée. C'est parfait, ai-je coupé. Je ne veux pas du parfait aseptisé. Je veux quelque chose qui a vécu. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon. En bas, la rivière d'où coulait paresseusement, entourant la ville comme un bras protecteur. Je me sentais en sécurité ici. Je me sentais puissante. Combien? Ai-je demandé sans me retourner. Il m'a annoncé le prix. C'était tout mon budget. Jusqu'au dernier centime. Je devrais manger des pâtes pendant encore quelques mois pour payer les frais de notaire et les meubles. Mais en regardant ce parquet, ces poutres, cette vue, je savais que ça en valait la peine. Je le prends, ai-je dit. Je fais une offre au prix. On signe quand? Tanguy a écarquillé les yeux. Tu ne veux pas y réfléchir? En parler à tes parents? J'ai ri. Un rire bref et sec. Mes parents? Non. C'est ma décision. Mon argent. Ma vie. Faisons les papiers maintenant. En sortant de l'appartement, j'ai senti le soleil sur mon visage. J'avais l'impression d'avoir grandi de 10 centimètres en 1 heure. J'étais propriétaire. J'avais un secret. Un magnifique secret de 85 mètres carrés. Et pour la première fois, je n'avais aucune envie de le partager avec ma famille. Ce lieu serait mon sanctuaire, et ils n'y seraient pas les bienvenus. Mais je me trompais sur un point, on ne peut pas cacher un secret aussi gros éternellement, surtout quand on a une famille aussi fouineuse que la mienne. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon frénétique de paperasse, de rendez-vous bancaires et de cartons. Mais ce qui était le plus frappant, c'était le silence de ma famille. Pas un appel. Pas un message d'excuse. Rien. Le mardi après l'incident, ma mère m'a envoyé un SMS laconique. Quand tu auras fini de bouder et que tu seras prête à t'excuser auprès de ta sœur pour avoir gâché sa fête, appelle-nous. On t'attend pour le déjeuner de dimanche. J'ai relu le message 10 fois. M'excuser? Moi? J'ai failli répondre, hurler ma vérité par message. Puis j'ai regardé mon compromis de vente posé sur la table. J'ai souri. J'ai effacé le message de ma mère sans répondre. Je n'irai pas au déjeuner de dimanche. Coralie, elle, menait sa guerre sur les réseaux sociaux. Elle postait des statuts Facebook passifs-agressifs, c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui nous aime vraiment. Déçue par l'ingratitude de certains proches. Hashtag famille toxique, hashtag jalousie. Je savais que c'était pour moi. Avant, j'aurais pleuré. J'aurais appelé pour m'expliquer. Là, j'ai simplement cliqué sur « Ne plus suivre ». Pendant qu'ils attendaient mes excuses, je construisais ma nouvelle vie. J'ai vidé mon compte épargne, signé l'acte authentique chez le notaire, et récupéré les clés. Un trousseau de clés lourdes, anciennes. J'ai commencé à meubler mon loft. Fini l'économie extrême. J'ai acheté un immense canapé en velours bleu nuit pour aller avec les murs en pierre. J'ai déniché une table de ferme en chêne massif dans une brocante. J'ai rempli mon dressing.
Chaque objet que j'achetais était une affirmation de moi-même. J'ai aussi changé physiquement. J'ai coupé mes cheveux longs et ternes pour un carré plongeant moderne. J'ai acheté des robes colorées. Mes collègues au travail me regardaient différemment. Tu as l'air rayonnante, Delphine. Tu as rencontré quelqu'un? M'a demandé ma collègue Sophie à la machine à café. Oui, ai-je répondu avec un clin d'œil. J'ai rencontré la vraie moi. Le jour du déménagement, ce sont mes amis qui m'ont aidé. Pas ma famille. Magali, ma meilleure amie depuis le lycée, portait les cartons en chantant. Tanguy est venu donner un coup de main pour monter le frigo au 3e étage sans ascenseur. On a transpiré, on a ri, on a mangé des pizzas assis par terre au milieu des cartons. C'était ça, une famille. Des gens qui sont là pour vous aider à monter vos meubles, pas pour vous rabaisser parce que votre cadeau n'est pas assez cher. La première nuit dans mon appartement, le silence était total. Pas de voisins qui ronflent. Juste le bruit lointain de la rivière et le vent dans les toits. Je me suis allongée dans mon grand lit queen size, drap en lin neuf. Je n'avais jamais aussi bien dormi de ma vie. Je pensais être sortie d'affaires. Je pensais que le silence de ma famille signifiait qu'ils m'avaient oublié, ce qui me convenait très bien. Mais le calme précède toujours la tempête. Et la tempête allait être déclenchée par une toute petite erreur de ma part. Une simple photo. Un mois après mon installation, j'ai organisé ma pendaison de crémaillère. Je n'ai invité que les gens qui m'apportaient de la joie, Magali, Tanguy, quelques collègues bienveillants, et mes nouveaux voisins du dessous, un couple de retraités adorables qui m'avaient apporté une tarte aux pommes pour mon arrivée. Bien sûr, Coralie et mes parents n'étaient pas sur la liste. La soirée était magique. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres ouvertes. On buvait du bon vin du Jura, on mangeait du comté et de la saucisse de Morteau. L'ambiance était douce, sophistiquée, loin des barbecues tape à accent grave l'œil de ma sœur. Magali, un peu éméchée, a levé son verre à Delphine. À sa liberté et à ce palais magnifique. Tu as bossé dur pour ça, ma belle. Tu mérites chaque centimètre carré de ce bonheur. Tout le monde a applaudi. Je me sentais ivre de bonheur, plus que d'alcool. Merci, ai-je dit, ému. Merci d'être ma vraie famille. Vers minuit, Magali a insisté pour prendre des photos. Allez, une photo pour immortaliser ça. Mets-toi devant la cheminée. J'ai posé, un verre à la main, mon bracelet en argent brillant à mon poignet, un immense sourire aux lèvres. L'appartement était flou en arrière-plan, mais on distinguait bien les poutres et l'espace. Magali a posté la photo sur Facebook et Instagram en me taguant. La légende disait, soirée incroyable chez la nouvelle propriétaire la plus classe de Besançon. #NewHome #LoftLife #Proufran. Je l'ai laissé faire. Après tout, pourquoi devrais-je me cacher? J'étais fière. J'ai même repartagé la photo sur mon propre mur. C'était l'erreur fatale. Ce que je n'avais pas remarqué, et Magali non plus, c'est que sur la photo, posée sur le rebord de la cheminée derrière moi, il y avait un courrier que je n'avais pas encore rangé. Une grande enveloppe marron provenant du notaire. Et sur cette enveloppe, écrit en grosses lettres noires, on pouvait lire mon adresse complète. Rue, numéro, étage. Je suis allée me coucher, heureuse et insouciante. Le lendemain matin, un lundi, mon réveil n'a pas été déclenché par l'alarme, mais par la vibration incessante de mon téléphone sur la table de nuit. Il bourdonnait comme un frelon en colère contre le bois. J'ai ouvert un œil, attrapé l'appareil. 14 appels manqués. 5 de maman. 3 de papa. 6 de Coralie. Et une avalanche de messages WhatsApp. Mon cœur a raté un battement. Avait-il eu un accident? Quelqu'un était-il malade? J'ai ouvert le premier message de ma mère. Ce n'était pas un message d'inquiétude. C'était une déclaration de guerre. Je viens de voir la photo. Tu as acheté un appartement? Un loft? Tu nous as dit que tu n'avais pas d'argent pour le cadeau de ta sœur. Tu nous as menti. Tu es une manipulatrice perverse. Appelle-moi tout de suite. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Fabienne, ma cousine fouineuse,
avait dû voir la photo, et tout rapporter à la commandanture familiale. Ils savaient. Et ils étaient furieux. Non pas parce que je ne leur avais pas dit, mais parce que j'avais de l'argent. L'argent que je n'avais pas dépensé pour eux. Je suis restée assise sur mon lit, pétrifiée. La bulle de bonheur de mon week-end venait d'éclater. Le téléphone a recommencé à sonner. C'était Coralie. J'ai regardé l'écran s'illuminer avec sa photo, une selfie trop retouchée. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé encore. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir, chacun plus délirant que le précédent. Coralie, tu es sérieuse Delphine? Tu vis dans un loft au centre-ville? Fabienne a vérifié l'adresse sur Google Maps, c'est un immeuble classé. Et tu oses me donner un bracelet à 90 balles? Coralie, tu t'es foutue de nous. Tu as joué la pauvre petite malheureuse pendant des années pour ne rien payer, pour ne pas participer, alors que tu amassais un trésor de guerre. C'est de l'argent que tu as volé à la famille. Volé? J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. J'avais travaillé pour chaque centime. Pendant qu'elle partait en week-end à Ibiza, je faisais des heures supplémentaires à l'entrepôt. Puis est arrivé le message qui m'a fait éclater d'un rire nerveux, hystérique. Coralie, maman et papa sont dévastés. Tu nous as humiliés. Si tu veux qu'on te pardonne ce mensonge et cette trahison, tu vas devoir faire un geste. Un VRI geste. Jacques et moi on veut partir en Italie en septembre. Côte Amalfitaine. Vu que tu es visiblement riche, tu vas nous payer ce voyage. Compte environ 5 000 €. C'est le prix de ton pardon. Sinon, ne compte plus jamais sur nous. 5 000 €. Elle demandait 5 000 € comme taxe de pardon, parce que j'avais osé réussir ma vie sans sa permission. L'audace était tellement énorme qu'elle en devenait presque admirable. C'était du délire narcissique pur. J'ai répondu pour la première fois. Mes doigts tremblaient sur le clavier. Moi, tu plaisantes j'espère? Je ne te dois rien. J'ai respecté le budget de 100 € qu'on avait fixé. Ce que je fais de mon argent ne te regarde pas. Et non, je ne paierai pas tes vacances. Oublie-moi. La réponse a été immédiate. Maman, Delphine. Ne parle pas comme ça à ta sœur. Elle a raison. Tu as été égoïste et cachotière. Tu as de l'argent pour un appartement de luxe mais pas pour ta famille? C'est honteux. On vient te voir ce week-end pour régler ça. On doit visiter CELIU qui est plus important que nous. J'ai senti la panique m'envahir. Ils voulaient venir. Ils connaissaient l'adresse grâce à l'enveloppe sur la photo. Ils allaient envahir mon sanctuaire. J'ai tapé frénétiquement, moi, non. Vous n'êtes pas invité. Ne venez pas. Je ne vous ouvrirai pas. Maman, on est tes parents. On vient où on veut. À samedi. J'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Coralie, Fabienne. J'ai jeté mon téléphone sur le matelas. Je me sentais traquée. Mon appartement, qui était ma forteresse une heure plus tôt, ressemblait soudain à un piège. Toute la semaine, j'ai vécu dans l'angoisse. J'ai prévenu mes voisins du dessous qu'il pourrait y avoir du bruit samedi. J'ai hésité à partir, à aller à l'hôtel. Mais non. C'était chez moi. Si je partais, ils gagnaient. Si je fuyais ma propre maison, je serais une fugitive toute ma vie. Samedi matin est arrivé. Le ciel était gris, lourd. Je me suis préparée comme pour un combat. J'ai bu mon café noir, debout dans ma cuisine. Et à 10h30 précise, l'interphone a sonné. Une fois. 2 fois. Longuement. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Ils avaient réussi à entrer dans l'immeuble, probablement en profitant de la sortie d'un voisin. Puis, les coups ont commencé à pleuvoir sur ma porte en chêne. Bam. 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 Delphine. Ouvre. On sait que tu es là. C'était la voix de mon père. Autoritaire. Celle qui me faisait trembler quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, je ne tremblais plus.
J'étais furieuse. Je me suis approchée de la porte sur la pointe des pieds. J'ai regardé par l'œilleton. L'image était déformée par la lentille, mais je voyais leur visage rouge de colère et d'effort après les 3 étages. Mon père frappait du poing, ma mère avait les bras croisés, l'air scandalisé, et Coralie essayait de regarder par le trou de la serrure. « Ouvre cette porte, Delphine. »« C'est la police !» a crié Coralie bêtement. « Arrête tes bêtises !» a sifflé ma mère. « Delphine. Ouvre tout de suite. » C'est ridicule. J'ai pris une grande inspiration. J'ai déverrouillé la serrure du bas, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité enclenchée. J'ai entrouvert la porte de 10 centimètres. Leurs visages sont apparus dans l'entrebâillement. « Ah, enfin !» a dit mon père en poussant la porte. « Laisse-nous entrer. » La chaîne s'est tendue, bloquant la porte. Le choc métallique a résonné. « Non, » ai-je dit calmement. Ils se sont figés. « Pardon ?» a dit ma mère. « Enlève cette chaîne. On doit parler. Et on veut voir cet appartement que tu nous as caché. » « Vous n'entrez pas, » ai-je répété, plus fort. « Je vous ai dit par message de ne pas venir. C'est une violation de domicile. Partez. » Coralie a passé sa main manucurée dans l'ouverture, essayant d'attraper la chaîne. « Tu te prends pour qui ? Ouvre. Je veux voir où tu as mis l'argent que tu m'as volé. Je parie que c'est décoré comme un palais pendant que je galère. » J'ai repoussé sa main. « Tu ne galères pas, Coralie. Tu es juste une enfant gâtée de 32 ans. Et cet appartement, je l'ai payé avec ma sueur. Pas avec la tienne. Delphine. » a tonné mon père. « Je suis ton père. Je t'ordonne d'ouvrir. Tu nous dois le respect. » « Le respect ? » ai-je ri, un rire sans joie. « Vous m'avez respecté quand vous m'avez viré de l'anniversaire ? Vous m'avez respecté quand vous m'avez traité de radine ? Le respect, ça se gagne. Et vous avez tout perdu. » Ma mère s'est approchée, collant son visage à l'entrebâillement. Ses yeux étaient froids, calculateurs. « Écoute-moi bien, petite ingrate. Si tu ne nous ouvres pas maintenant, si tu ne partages pas ta réussite avec ta famille, tu n'as plus de famille. C'est ça que tu veux ? Finir seule dans ta tour d'ivoire ? » J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie. J'ai cherché une trace d'amour, d'inquiétude pour moi. Je n'ai vu que de la possessivité. Elle ne voulait pas me voir, elle voulait contrôler ce que je possédais. « Je préfère être seule ici que mal accompagnée avec vous, » ai-je répondu. Coralie est devenue hystérique. Elle a commencé à donner des coups de pied dans le bas de la porte. « Ouvre. Ouvre. Maman, fais quelque chose. Elle n'a pas le droit. » C'était le chaos. Dans le couloir, la porte du voisin d'en face s'est ouverte. Monsieur Durand, un ancien gendarme à la retraite, est sorti en robe de chambre, l'air mécontent. « C'est quoi ce bazar ? On s'entend plus penser. Je vais appeler la police si ça continue. » Mon père a rougi de honte. Il détestait le scandale public. « C'est bon, on s'en va », a-t-il grommelé en tirant Coralie par le bras. Elle est devenue folle. Mais ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Elle m'a lancé un regard chargé de venin pur. « Tu te crois maligne, Delphine ? Tu crois que tu as gagné parce que tu as 4 murs ? Tu n'es rien. Tu es égoïste, froide, et tu finiras vieille fille aigrie. Je regrette le jour où je t'ai eu. J'aurais dû m'en tenir à une seule fille. Coralie vaut 10 fois mieux que toi. » Le temps s'est arrêté. Les mots ont flotté dans l'air, lourds, définitifs. Je regrette le jour où je t'ai eu. C'était la phrase de trop. Celle qu'on ne peut pas retirer. Celle qui tue l'amour filial instantanément. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une étrange légèreté. « Adieu, Bernadette », ai-je dit. J'ai claqué la porte de toutes mes forces. J'ai tourné les 3 verrous. Clac. 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 J'ai entendu les pas s'éloigner, les injures étouffées de Coralie, et les excuses bredouillées de mon père au voisin. Puis, le silence est retombé sur mon loft. Je me suis laissé glisser le long de la porte jusqu'au sol.
Je suis restée là, assise sur mon parquet en point de Hongrie, les genoux contre la poitrine. J'avais mal, physiquement mal au cœur. Mais je respirais. Pour la première fois de ma vie, je respirais un air qui n'était pas pollué par leurs attentes et leur mépris. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été étranges. Je m'attendais à m'effondrer, à sombrer dans la dépression. Mais au contraire, une énergie nouvelle m'habitait. C'était comme si on m'avait retiré un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis l'enfance. Bien sûr, ils ont essayé de revenir à la charge, mais à distance cette fois. Ils ont utilisé ce que les psychologues appellent les « singes volants », les autres membres de la famille envoyés pour faire le sale boulot. Ma tante Ghislaine m'a appelé « Delphine, quand même, on ne laisse pas sa mère sur le palier. Elle est malade de chagrin. » J'ai répondu « Tante Ghislaine, elle m'a dit qu'elle regrettait ma naissance. Si elle est malade, qu'elle aille voir un médecin. » Moi, j'ai fini. Et j'ai raccroché. J'ai reçu des lettres. Des lettres manuscrites de mon père, pleines de reproches déguisés en conseils. Un bien immobilier ne remplace pas le sang. Tu devrais vendre si ça te monte à la tête. Je les ai brûlés dans ma belle cheminée en marbre. C'était presque rituel. Regarder leur venin se transformer en cendres et s'envoler par le conduit de cheminée était incroyablement satisfaisant. J'ai installé une caméra connectée à ma porte d'entrée, juste au cas où. J'ai prévenu le syndic de l'immeuble que ma famille n'était pas autorisée à entrer. J'ai sécurisé mon périmètre. Au travail, j'ai été promue. Mon patron a remarqué que j'étais plus concentrée, plus affirmée. « Vous avez changé, Delphine », m'a-t-il dit lors de mon entretien annuel. « Vous avez plus d'assurance. Vous ne vous excusez plus d'exister. » Il avait raison. Je ne m'excusais plus. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un petit paquet devant ma porte. Pas de timbre, déposé à la main. J'ai eu un mouvement de recul. Était-ce une bombe? Une crotte de chien? Une autre tentative de Coralie? J'ai ouvert prudemment. C'était le lot de tasses à café bon marché que mes parents m'avaient offert à mon anniversaire. Avec un petit mot griffonné par mon père, « Puisque tu es si riche, tu n'as pas besoin de ça. Rends-nous aussi l'argent qu'elles ont coûté si tu as un peu d'honneur. » C'était tellement petit. Tellement mesquin. Ils essayaient de me blesser avec des tasses à café. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire franc. J'ai pris les tasses et je suis allé directement au local poubelle. J'ai entendu la céramique se briser au fond du conteneur avec un fracas joyeux. Bon débarras, ai-je dit. Ce soir-là, assise sur mon canapé en velours bleu, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu ma famille. Je m'étais sauvée d'eux. La coupure était nette, propre, définitive. La plaie était cautérisée. Je n'étais plus la fille ingrate, la sœur jalouse, la radine. J'étais Delphine, propriétaire, femme libre, et heureuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Car la vie a un sens de l'ironie assez délicieux. 6 mois plus tard, j'allais recevoir une nouvelle, non pas de mes parents, mais de Coralie. Et ce qu'elle avait à me dire allait me prouver que j'avais gagné sur toute la ligne. L'automne était arrivé à Besançon, teintant les arbres le long du doux de couleurs or et rouille. Je rentrais d'une longue promenade quand j'ai vu une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était familière, mais hésitante. C'était celle de Coralie. Pas d'email, pas de SMS. Une lettre. J'ai hésité à la jeter sans l'ouvrir. Puis, la curiosité l'a emporté. Je me suis fait un thé, je me suis installé dans mon fauteuil préféré face à la fenêtre, et j'ai déchiré l'enveloppe. Delphine, je ne sais pas si tu liras ça. Tu as bloqué mon numéro et mes emails, et je comprends. Je t'écris parce que beaucoup de choses ont changé. Jacques m'a quitté. 2 semaines après le scandale devant ta porte. Il m'a dit qu'il avait été horrifié par notre comportement, par la façon dont maman t'a parlé, et par mes exigences ridicules pour le voyage en Italie. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un d'aussi superficiel et cruel. Ça m'a détruite. Mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Je suis allée voir un thérapeute. On parle beaucoup de notre enfance. De la façon dont nos parents nous ont montés l'une contre l'autre. J'étais l'enfant doré, tu étais le bouc émissaire.
Je pensais que c'était normal, que je méritais tout et toi rien. Je réalise maintenant à quel point j'ai été toxique. Je suis jalouse de toi, Delphine. Pas pour l'appartement, même s'il est magnifique, d'après les photos, mais pour ta force. Tu as réussi seule. Moi, je n'ai rien fait seule. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas encore. Et pour les 5 000 €, c'était de la folie. Je suis désolée pour le bracelet. Je suis sûre qu'il était beau. Je ne sais pas si on pourra un jour être sœurs à nouveau, mais je voulais que tu saches que je travaille sur moi. Coralie. J'ai posé la lettre. J'ai regardé dehors, vers la citadelle qui dominait la ville, solide, imprenable. Comme moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une vague de pitié pour elle. Elle commençait à peine son chemin vers la réalité, à 32 ans, alors que j'avais déjà parcouru des kilomètres. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être qu'un jour, dans 1 an ou 2, j'accepterai de prendre un café avec elle. En terrain neutre. Mais pour l'instant? Non. Ma paix est trop précieuse pour être risquée. Quant à mes parents, je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes. J'ai appris par une tante qu'ils racontent à qui veut l'entendre que je les ai abandonnés ingratement après avoir gagné au loto. Ils préfèrent inventer un mensonge plutôt que d'admettre que leur fille a réussi par le travail. Qu'importe. Qu'ils gardent leur version de l'histoire. Moi, j'ai ma vérité. J'ai regardé mon poignet. Le bracelet en argent était toujours là. Le C brillait doucement. Au début, c'était C pour Coralie. Aujourd'hui, pour moi, c'est C pour courage. C'est mon trophée de guerre. J'ai fini mon thé, j'ai pris mes clés, et je suis sortie profiter de ma ville, de ma vie, de ma liberté. J'avais payé le prix fort pour cette liberté, une famille. Mais croyez-moi, c'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Voilà mon histoire. C'est difficile de couper les ponts avec sa famille, c'est même tabou. Mais parfois, c'est la seule façon de survivre. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre votre santé mentale et votre famille? Avez-vous déjà été le bouc émissaire qui a fini par réussir? J'aimerais vraiment lire vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines confessions. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de l'opinion de votre famille. À bientôt.